Salut, c'est Jimmy et bienvenue dans le podcast Grenat. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce 5e podcast, waouh ça commence bien, podcast Grenat. Aujourd'hui on a l'énorme et la chance incroyable de recevoir Jimmy. Jimmy, comment tu vas ? Ça va bien, merci, et toi aussi ? Bah écoute, ça va, on s'ennuie un petit peu quand même cet été là sans le hockey. Toi tu t'ennuies pas trop d'ailleurs ? Si, beaucoup, surtout terrible. qu'avec les travaux à la patinoire là je peux pas y aller, c'est hyper relou. Bah du coup tu fais quoi ? Je m'occupe de mes enfants. Je fais à la maison un peu sur l'ordinateur, des trucs comme ça, mais rien de bien compliqué. Rien de bien compliqué. Donc, tu t'appelles Aurélien Homer, dit Jimmy, t'es le chef-mat le plus connu de Suisse, l'une des personnalités préférées des Genevois. Là, c'est le moment où je te sauce un petit peu, etc. Je fais un peu ta présentation. Tes personnages préférés des Genevois, des joueurs aussi, parce que je peux dire qu'ils m'ont tous dit à quel point ils t'aimaient. Ça fait 23 ans que t'es ici à Genève. Tu vas débuter ta 24e saison. T'as 46 ans, t'es marié, papa de 3 enfants. Et t'es surtout la personne qui incarne le plus le GSHC. T'as toujours le mot pour rire, un grand professionnel. Ça va, c'est une belle présentation, t'aimes bien ? Ouais, c'est pas mal, ouais. C'est flatteur. Non, c'est cool. Juste un peu tout ce que j'ai dit. Ouais. T'as oublié de dire beau gosse. Ah non, mais oui, mais ça, les gens, ils le voient tout de suite. Hein. Tu brilles comme ça à l'écran. 23 ans ? Ouais. Qu'est-ce que ça te fait quand t'entends là, genre 23 ans que t'es là ? Je me sens vieux. Vieux ? Ouais, souvent, ouais. Tu vois, quand tu parles avec des joueurs et puis tu dis, un gars qui te demande un truc, tu lui dis, ouais, mais je faisais ça sur les patins de Kolnik, je peux te faire pareil. Il me dit, Kolnik, qui ? Il y a des gens qui disent Kolnik qui ? Bah oui, les joueurs, tu vois, genre notre ami Kava. Non, pas Kava, en plus il est genevois. Il pensait du fils de Sam parce qu'il a joué avec Sam Kolnik. Ah ouais. Du coup, ouais, c'est un peu... Je suis vieux. Bah t'es pas si vieux que ça, 46 ans, ça va, t'as encore de belles années devant toi. Non, encore 19 ans avant la retraite. Ah, c'est beau ça, tu les comptes ? Non, mais j'ai vu ça l'autre jour sur les papiers que tu reçois à la maison, là. Maintenant, donc 46 ans, 23 ans que tu es en Suisse, ça veut dire que cette saison, tu auras passé plus de temps en Suisse qu'en France. Tu te sens maintenant Suisse ? Moi, je me sens genevois. Genevois ? Est-ce qu'on est vraiment Suisse ici ? Je sais pas, je suis genevois. C'est particulier. Qu'est-ce que Genève t'a apporté ? Bon, j'ai fait toute ma vie d'adulte ici, donc c'est chez moi finalement. Enfin, ça m'a apporté déjà l'opportunité de travailler dans le hockey professionnel, ce qui n'était pas vraiment le cas quand j'étais en France. C'était du hockey professionnel, mais pas le niveau d'ici. Et puis, ça m'a apporté de rencontrer ma femme, d'avoir mes enfants, de tout ça, quoi. Si d'un coup, dans 19 ans, tu dis ta retraite, tu fais quoi ? Tu pars de Genève ou je rentre en France direct. Ah ouais ? Mais non, jamais. Jamais. Non, moi, je suis ici, je suis genevois. Genève, c'est ma ville, et puis voilà. Tu dis toujours que tu aimes le club, tu aimes le GSHC, tu aimes Genève. Raconte-nous un petit peu cette relation que tu as avec le club et ce que tu as un petit peu... C'est facile comme question. Ouais, c'est une question très facile. Comme ça, je te laisse partir dans un monologue de 17 minutes et comme ça, moi, je peux aller faire une petite sieste, ça va être bien. Non, mais en 23 ans, un peu, je veux dire, quand tu dis que tu aimes Genève, pourquoi, en fait, qu'est-ce que ce que le club fait justement que tu t'en deviennes ce porte-drapeau et que tu le défends partout ? Moi, j'aime surtout... c'est une question de comment ? C'est le club qui m'a donné ma chance aussi, quoi. Enfin, tu vois, de venir, parce que quand tu viens de France, le hockey, c'est quand même un truc assez... Et c'est rien, quoi, finalement. Donc, c'est le club qui m'a donné ma chance. Après, j'adore la ville, j'adore les couleurs. J'aime le club, ce qui représente d'être parti tout en bas, d'être un club que personne n'aimait, d'avoir eu la chance d'avoir du succès sportif. Toutes ces choses-là font que je suis très attaché au club, quoi. Tu disais, tu viens de France. On va refaire un petit peu vite fait ton parcours. Hein. Je sais que tu l'as déjà dit 450 fois et ainsi de suite. Mais donc, raconte-nous un petit peu comment tu es arrivé dans le hockey, parce que je sais que l'histoire, elle est marrante. Et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne la connaissent pas forcément. Après 450 fois, fait qu'ils suivent pas beaucoup ce qui se passe dans les médias. Alors, j'allais à la piscine quand j'étais enfant, et à l'époque, tu vois, comme je suis vieux, il y a encore les Natel, j'avais 13 ans. 13 ans. Et la patinoire était fermée, la piscine était fermée, pardon, et il y avait pas de Natel, donc je pouvais pas rappeler ma mère pour venir me chercher. Et j'ai vu que la porte de la patinoire était ouverte, je suis rentré, j'ai regardé un petit peu du hockey, j'avais jamais vu de hockey de ma vie à part à la télévision pendant les Jeux Olympiques. Une fois, quoi, j'avais vu ça, je sais plus où, enfin bref. Et le gars qui s'occupait de l'équipement à l'époque m'a demandé de l'aider à porter un truc. Je l'ai aidé, après aide-moi à faire ça. Après, je suis rentré chez moi et je suis revenu, je sais pas, peut-être un mois après, regarder de nouveau. Et il m'a dit, bah, t'étais où ?
Il dit, je t'ai cherché. Et du coup, je me suis senti obligé de revenir et je suis revenu tout le temps. Et lui est parti et je me suis retrouvé tout seul à 14 ans à m'occuper d'une équipe qui était quand même pro. Enfin, on avait des vrais joueurs. On avait des joueurs qui avaient été champions olympiques. En Ligue Magnus déjà? Ça s'appelait pas la Ligue Magnus. Ouais, à l'époque, mais c'était la D1 française. Ouais, je sais pas comment ça. À l'époque, ça changeait tout le temps. Ça a tout le temps changé de nom. Donc, c'était la première division. Ouais. Et ça, c'était à Reims? Exactement. C'est la ville où tu as grandi. J'ai grandi à Reims, ouais. Et comment, du coup, tu dis à 14 ans, il s'est cassé, et puis toi, tout d'un coup, tu étais le seul ici? Je me suis retrouvé tout seul, ouais. C'était un peu. Avec le recul, je me dis aujourd'hui, un enfant de 14 ans qui se retrouve, un jeune de 14 ans, qui se retrouve à faire ça tout seul, tu te dis, waouh. Mais c'était une autre époque, et puis je pense que j'étais déjà assez mature. J'avais 13 ans, je mesurais 1m80 déjà, donc ça passait, quoi. Ouais, tu disais pas de Natel à l'époque, justement pas d'internet. Tu te retrouves à 14 ans à devoir presque gérer un peu tout ça tout seul. Comment t'as fait justement pour apprendre? Moi, j'ai fait plein d'erreurs. Ah ouais? Plein d'erreurs, ouais. J'ai oublié des trucs. J'ai oublié les gourdes. J'ai oublié les maillots une fois. En fait, j'ai pris les mauvais maillots. J'ai pas oublié les maillots, j'ai pris les mauvais. J'ai pris les bleus alors qu'on jouait en blanc. J'ai appris comme ça, et après, on avait un coach suédois, Mikael Lundström, qui travaille encore pour la fédération suédoise aujourd'hui, qui doit être hyper âgé maintenant, parce qu'il était déjà vieux à l'époque. Et il m'a envoyé avec l'équipe de Suède B pour 2 tournois. Et là, j'ai rencontré un gars qui s'appelle Spider. C'est le chef matériel c'était le chef matériel de l'équipe de Suède B. Et aujourd'hui, j'ai vu hier encore qu'il retourne au championnat du monde pour la, je pense, 35e fois. Et donc, lui m'a montré un peu 2-3 trucs. Puis après, j'ai appris comme ça. Et il y avait le vrai Jimmy. Parce qu'en fait, moi, je m'appelle Aurélien. Et puis, c'est un Jimmy qui m'a appris mon boulot. Donc, comme les anglophones n'arrivaient pas à prononcer Aurélien, ils ont décidé de m'appeler Jimmy, en hommage à Jimmy. Et plus facile à dire finalement, Jimmy. Beaucoup plus facile à dire, ouais, parce que heureusement qu'il s'appelait pas Elisabeth ou je sais pas. Ça aurait été stylé. Ça aurait été quoi le nom que t'aurais kiffé avoir? Moi, genre, tu sais maintenant du coup. Alexander. Ouais, c'est stylé. Mais on t'aurait appelé Alex. Ouais, non, Alexander, moi j'aurais dit c'est Alexander, c'est tout. Ah, mais Aurélien Alexander Homer. Ouais, j'avoue, c'est assez stylé, ça fait un peu de tsar et tout ça. Exactement, ouais, ça fait bonhomme. Mais ouais, voilà. Donc j'ai commencé comme ça. Et donc, très tôt, chef matériel en Ligue Magnus, ça a appris sur le tas. Et à quel âge déjà t'arrives tout d'un coup en équipe de France? Genre, c'est que déjà, t'avais déjà... J'avais 21 ans. Les gens, ils t'avaient déjà quand même bien remarqué. Ils savaient un peu aussi le... Puis j'étais le seul, je pense. On était 2 dans toute la ligue à temps plein. Ok. On était les 2 seuls à que ce soit vraiment notre métier. Il y avait un Willy à Grenoble, qui est toujours à Grenoble d'ailleurs, qui était là, et il y avait moi. On n'était que 2, donc voilà. Et du coup, je suis arrivé en équipe de France parce que Willy, à un moment donné, était avec l'équipe de France. Et je crois que c'était sa femme qui allait accoucher. Du coup, il n'a pas pu partir. Ils m'ont appelé le vendredi pour partir le samedi à Trenčín, en Slovaquie. Et je me suis retrouvé là, ouais, à 21 ans. Ouais, je pense que j'avais 20 ans, 21 ans. Et c'est parti comme ça. Et quand t'arrives quand justement t'es un jeune, que ça fait déjà, même si t'as 21 ans, ça fait 7 ans, plus de 7 ans que tu bosses là-dedans, puis que t'es dans la division 1 française, comme tu disais, le hockey, c'était, surtout à l'époque, on parle des années 90, c'était pas la Ligue Magnus de maintenant, et t'arrives là au championnat du monde, et ça t'a pris une claque ou... Je me rendais pas trop compte, en fait, ça a été tellement vite, tout s'est enchaîné hyper vite, je me rendais pas compte que c'était un autre... Je me rendais compte que le hockey était d'un autre niveau, mais au niveau de mon travail, je voyais pas beaucoup de... Je me rendais pas compte, vraiment. Au final, aiguiser des patins pour un joueur qui joue en NHL ou un joueur qui joue en Ligue Magnus, c'est la même chose. C'est la même chose. C'est les mêmes lames. Tu le fais bien. On m'a dit, enfin, si je te dis never let the truth get in the way of a good story, ça t'évoque quoi? In the middle of a good story. In the middle of a good story, ça te dit quoi? Ça me dit ma vie. Ouais. C'est ma vie. Quand je raconte une histoire, tu dis toujours la vérité. Ouais. Mais tu l'enjolives un peu, sinon c'est pas drôle. Sinon c'est pas drôle. C'est une phrase de Mathieu Lombardi. Ah ouais, c'est lui qui avait dit ça? Qui utilisait aussi ce... tu peux nous raconter ta carrière de gardien en Ligue Magnus? Ma carrière de gardien en Ligue Magnus? Backup. J'ai fait backup une fois. Alors ça, pour le coup, c'est une vraie histoire. On avait le gardien junior était en équipe de France, et notre deuxième gardien, qui était sûrement aussi un gardien junior à l'époque, je me rappelle plus. Si, je me souviens, il était blessé, et j'ai dû aller faire deuxième gardien derrière... C'était Roman Kondelik, un Tchèque, le gardien. Son fils est d'ailleurs dans l'équipe tchèque, j'ai vu qu'il est allé au championnat du monde, là. Et je me suis retrouvé backup.
Donc avec aucun équipement qui m'allait forcément. La coquille, impossible de la mettre. Mes lunettes rentraient pas sous le masque, donc pas de lunettes. J'ai fait l'échauffement et à la fin du match, on perdait de pas mal, je crois. Et le gardien tchèque est venu au banc et a voulu que j'aille dans le but. J'ai dit non. Ils ont vraiment voulu que j'aille dans le but et je suis parti au vestiaire du coup pour me cacher parce qu'ils me forçaient à y aller. Si ça se trouve, t'es passé à côté d'une carrière. Exactement. C'est ce que je dis toujours. Ça et le violon. J'ai voulu faire du violon toute ma vie. Ma mère m'a jamais laissé. Et je pense que c'était mes deux carrières. J'aurais été le André Rieu de Reims. Ça aurait été beau. Ou le Dominique Hachek de Reims. Pourquoi le violon? Je sais pas. C'était genre une fascination du violon? Ouais, toujours. Toujours. J'ai toujours aimé le violon. Mais en fait, j'écoute jamais de violon. Mais je voulais jouer du violon. Et ma mère avait dans cette espèce d'a priori que c'était un instrument de riche. Et du coup, j'ai jamais fait de violon. Mais je lui en parle encore maintenant. C'est un vrai regret. C'est des disputes de famille. Pas des disputes de famille, mais je lui dis souvent. Donc, ton arrivée en équipe de France fait aussi que tu as rencontré des joueurs internationaux français, dont un fameux Philippe Boson, qui c'est grâce à lui que tu es arrivé au Genève Servette. Raconte-nous un petit peu toute cette phase où tu es arrivé justement à Genève. Là, comment ça s'est passé entre les contacts, ton envie, tes incertitudes. Un peu raconte-nous tout ce moment où tu es arrivé juste avant que tu arrives à Genève. Alors en fait, comme tu dis, j'ai rencontré Philippe Boson en équipe de France et on était au tournoi du Mont Blanc à Megève, je pense. Et au milieu d'un tiers, il me dit « Si je te trouve une gâche en Suisse, tu viens ?» Et moi, j'ai répondu oui, alors que j'avais zéro idée de ce que ça voulait dire une gâche. Ça aurait pu être n'importe quoi, j'avais zéro idée. J'ai dit oui, pas de problème. C'était Philippe Boson, tu vois, à l'époque, c'était vraiment... Ouais, il dit quelque chose en France, si tu comprends pas, tu dis oui, tu vas pas lui demander de répéter 2 fois parce que ses paroles sont d'or, on parle pas beaucoup. Et donc, le match termine et il y a un des joueurs de l'équipe de France qui était avec moi à Reims, Jonathan Zuckel, qui est aujourd'hui le président de Marseille, et qui me dit « T'as entendu, Boson, il t'a proposé une gâche ?» Je dis « c'est quoi ?» C'est du chocolat, c'est un truc qui se mange. Il me dit « Non, c'est une place. » Je dis « Ah ouais ?» Il me dit « Ouais, mais Boson, tu sais, il propose pas des trucs comme ça au hasard, c'est hyper cool. » Et il m'a appelé quelques jours après en me disant il y a Chris Maxorley à Genève qui voudrait te rencontrer. Donc je suis venu le rencontrer et ça s'est bien passé. Et puis en fait, quand je suis arrivé, il m'a dit c'est pas un entretien d'embauche, t'es déjà embauché. C'est Philippe Boson qui te recommande. On sait qu'il est un petit peu difficile, c'est que ça doit bien aller. Et voilà. The rest is history. Du coup, tu arrives à Genève. C'est quoi qui t'a choqué tout d'un coup en arrivant là? Ce qui m'a choqué quand je suis arrivé ici, c'est qu'on m'a amené à la patinoire. C'était Hans Kosman, l'assistant coach, qui est venu me chercher à la gare. Il m'a amené à la patinoire. Il m'a dit tiens, tu rentres, tu vas à gauche, puis il y aura quelqu'un qui sera là pour t'accueillir. Oscar Braunschweiler, qui était le chef matériel depuis des années. Et en fait, je suis arrivé, il n'y avait pas d'Oscar et j'ai attendu 3 heures assis sur ma valise dans le couloir des Vernets à jouer au Snake sur mon téléphone Nokia avant que Oscar revienne de je sais pas où il était. Et voilà, après, ce qui m'a choqué, ça m'a pas vraiment choqué, c'est qu'au début, c'était quand même assez similaire à... Le professionnalisme était un petit peu au-dessus de la France, mais c'était pas fou. Du coup, non, ce qui était surprenant, c'était la première année, le nombre de joueurs qu'on a eu, quoi. On n'arrêtait pas. Moi, j'avais un appartement du club où j'avais des joueurs qui venaient dormir chez moi quand ils étaient à l'essai ou des choses comme ça, et je sais plus combien on a eu, mais c'était de la folie. Ça s'arrêtait jamais, quoi. À l'époque, on essayait de rester en Liga et d'avoir des bons résultats. Du coup, tout ce qui était sur le marché venait chez nous. J'en ai eu une quantité, là, je pourrais t'en citer plein. Des gars que tu connais même pas, j'imagine. Omar Tonini, qui a joué en Brie, il y avait Grégor Tomen, Pascal Tigerman, j'en ai eu, mais du coup, je faisais auberge. Les gars, ils arrivaient à 22h30 chez moi. Ouais, viens à l'essai. Une fois, je me suis fait arnaquer, il y en a 2 qui sont venus. En fait, il y en avait qu'un qui était à l'essai, l'autre, c'était son pote, il était venu avec. Donc, c'était comme ça, quoi. Donc déjà, à peine t'étais arrivé, déjà, tu t'occupais des joueurs, quoi. Bah ouais, tout de suite, ouais. On a commencé... je suis arrivé, on est allé à Megève la première fois. Et on avait commencé le camp à Megève parce que c'était le seul endroit où il y avait de la glace. Et c'était parti, quoi. C'est drôle, il y avait un joueur qui s'appelait Patrice Brazet, qui était un joueur de l'équipe suisse, etc. J'avais aucune idée de qui c'était. Il était tout maigre, tout abîmé. Il lui manquait un bout de la cuisse parce qu'il avait eu un accident de moto, je crois. Et il est venu me demander d'aiguiser ses patins, genre 10 minutes avant le début de l'entraînement. Et j'ai dit, mais qu'est-ce qui me fait chier, le préparateur physique, là? Pas le temps, là. C'est pas le moment d'aiguiser ses patins. Puis j'ai pas osé, du coup, je lui ai fait, en fait, c'est un joueur.
J'ai cru que c'était un gars du staff. En fait, j'ai dit, qu'est-ce qu'il vient me demander ça maintenant? Je suis surbooké, là, et il me demande des trucs. Et donc, pour l'anecdote, ce gars, là-dessus, on va à la Vallée de Joux. Et Pat Brazet me dit, Jimmy, tu rentres à Genève ce soir? Je dis, ouais. Il me dit, tu pourrais me ramener mon attel, s'il te plaît? Je dis, oui. C'est-à-dire, tu prends juste le téléphone de la Vallée de Joux et tu le ramènes à Genève? Me ramener mon attel que j'ai laissé à Genève. Ok. Je dis, ok, c'est où? C'est à ma place. Il me dit, à sa place, je rentre à la patinoire. J'arrive dans le vestiaire, je prends son attel. Et je lui ramène son attel. Et quand le lendemain, je lui donne son attel, il me dit « Que crétenaille de français! Mon attel! Je dis « Bah, c'est pas une attelle. Ouais. Je lui ai ramené une attelle de genou, moi. Lui, il voulait son téléphone. J'avais aucune idée de ce que c'était. Je lui ai ramené son attel. C'était gentil, Pat, mais il était très, 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 très fribourgeois. Ouais. Puis pas l'habitude des Français encore, beaucoup, tu vois. Il n'y avait pas beaucoup de Français dans le hockey, quoi. Ouais, bah après, forcément, comme tu le disais, le hockey en France, c'est pas très développé. Philippe Boson a été je crois, le premier joueur à aller en NHL, d'ailleurs. Le premier Français. Premier Français à jouer en NHL. Et justement, c'était pas un peu compliqué juste d'avoir cette place de Français dans une équipe de Suisse? C'est passé assez vite. Franchement, Ouais. ça a bien été. Bah, déjà, le truc, j'avais de la chance, c'est qu'il y avait Philippe Boson, que personne ne dit rien à Philippe Boson, de toute façon. Du coup, on n'osait pas trop me faire des remarques. J'en ai quelqu'une mal à patte. Il y avait... Non, j'ai pas eu beaucoup de problèmes avec ça. C'est passé assez vite. Un petit peu les IG qui m'ont chauffé 2-3 fois. Ah ouais? Ouais, avec l'équipe de France qui perdait 6-0 contre... il y avait Polo, le capot, là, qui chantait 6-0, 6-0, 6-0. Pendant qu'on perdait à Zurich, d'ailleurs. Ah, sympa. Sympa. Apollo qui est toujours là. Hein. Ouais, Mais maintenant, ça va, non? Je pense avec les IG. Ouais, non, c'est nickel. Non, Chaque fois que je parle de toi avec eux, ils sont. Je te dis, t'es vraiment. Je pense que c'est la plus grande star ici à Genève. Grosse. Hein? La plus grosse star. Ouais, mais grande aussi. T'es quand même grand. Grand et gros. Ouais. Mais c'est pour dire, t'es imposant. La star la plus imposante. Voilà, c'est ça, exactement. Raconte-nous un peu Philippe Boson, parce qu'on a tout entendu sur lui. On a vu, il y a le célèbre film, là aussi, les règles du jeu, où on le voit beaucoup, etc. Il était vraiment comme ça entre guillemets, dans la vraie vie? Ouais, c'est quelqu'un d'hyper dur au mal, de très silencieux. Il parle pas beaucoup, il montre pas beaucoup ses sentiments. Mais c'est quelqu'un qui a toujours tout donné pour les clubs où il était. C'est ça, c'est un peu la culture qu'on avait à Genève pendant des années et qu'on est en train de remettre en place. C'est des gens qui sont là pour le maillot et pas forcément pour le reste, quoi. Ça on en reviendra un petit peu là-dessus tout à l'heure. Donc, cette année, tu vas faire ta 24e saison. Donc, ça commence à faire beaucoup. Ouais, ça fait beaucoup, ouais. Dans 2 ans, on fêtera ta 25e saison avec le GSHC. C'est trop cool. Je pense qu'on fera une petite interview où je te poserai de nouveau toutes ces questions. On expliquera de nouveau aux gens pourquoi tu t'appelles Jimmy, comment à 13 ans t'as connu le hockey. Mais dans ces 23 ans, 24 saisons, c'est quoi qui t'a le plus marqué dans l'évolution? D'abord du hockey, puis après on parlera de ton métier. Mais dans l'évolution du hockey, c'est-à-dire à Genève? En règle générale, mais surtout dans ce que tu as vécu aussi à Genève. Le hockey est devenu hyper professionnel. C'était pas déjà le cas? C'était professionnel, mais c'était pas comme aujourd'hui. Pas poussé comme maintenant? Non. On avait, à l'époque, quand je suis arrivé, il y avait donc Oscar, qui est décédé au bout d'une année ou deux, que j'étais là, 2 ans, je crois, comme chef mental. Donc on était 2. Et il y avait le coach, Chris McSorley, et l'assistant Hans Kosman. Terminé. On avait une masseuse qui venait, je pense, 1 ou 2 fois par semaine max. Et on avait un soigneur, on appelait ça un soigneur, qui était le fils du médecin, qui venait tous les jours, mais je crois pas qu'il soit resté jusqu'au bout. C'était un peu à l'arrache, quoi. On était peu pour le staff. Aujourd'hui, je crois que je connais même pas le nom de tous nos membres du staff. Si je connais, mais je me trompe tout le temps de prénom. Tu me connais, j'ai des problèmes avec les prénoms. Allez, question surprise. Vas-y, tu peux tous nous les citer? Tu veux que je te les cite tous? C'est juste pour dans l'embarras. Jordan. Ouais. Jordan qui est donc Nardi qui est ton assistant, qui est ton collègue, chef maths aussi. Jordan, préparateur physique Broubro. Gaëtan Brouillard. Lucas. Ouais. Lucas Heinrich, joueur de rugby. Exactement, mais qui aide Broubro justement pour la préparation physique. Mathieu Mouton, la légende. Le grand Mathieu Mouton. Qui est physiothérapeute du coup. Physiothérapeute, exactement. Ouais. Et cette année, on avait comme masseur Petri. Ouais, Lettonen. Lettonen, je savais pas. Qui vient de Finlande. Et notre ami Anton, qui vient lui d'Ukraine.
Ok. Et après, j'en oublie sûrement. Il y a quoi d'autre comme... ouais, il y a les entraîneurs des gardiens. Mathieu Fernandez. Donc, je suis bon. Pas mal. Pas mal, hein. Bon, après, tu les vois quand même tous les jours. J'espère bien que... Non, mais c'est dans les discussions. Des fois, par exemple, c'est Jordan traduit pour moi. Enfin, traduit pour les gens ce que je dis. Parce que souvent, je dis, Michel, il a oublié de faire ça, mais il n'y a pas de Michel. Puis lui, il dit, non, mais ça, c'est Jeff. Par exemple, tu vois. Il comprend. Il arrive à lire entre les lignes. Tu sais comment il s'appelle, ouais? Loïc et Adrien. Waouh! Franchement, vous devez être vachement flattés, parce que je vous jure qu'il oublie le prénom de tout le monde. Mais Adrien, c'est parce que hier, tu m'as envoyé un message. Adri, du coup. Et même ce matin, quand je suis arrivé, je lui ai dit, salut Adrien, j'avais peur. Je me dis, je me trompe. Non, c'est pas vrai, je savais, il a fait la Ligue des Champions avec nous. Ouais. D'ailleurs, je le dis comme ça, mais c'est vrai que pour nous, quand on arrive quand je suis arrivé dans l'équipe du Genève Servette, il y a 6 ans en arrière, pour que ce soit pour Loïc, Adrien, tous ceux qui travaillent vraiment autour de l'équipe, en fait, t'es un peu notre pilier, parce que c'est toi qui nous dis genre, ça il faut pas faire, ça il faut faire, il faut se comporter comme ça, et ainsi de suite. Tu te rends compte aussi de cette importance que t'as pour tout le monde, pas juste les joueurs, mais vraiment pour... Non, mais je l'ai beaucoup moins fait aussi ces dernières années. J'ai un peu laissé aller parce que j'étais un petit peu fatigué de répéter. On a tellement eu de nouveaux personnels tout le temps. J'ai un peu moins fait, mais ouais, c'était un peu mon rôle aussi à l'époque avec Chris. C'était de m'assurer. En fait, j'étais un peu responsable de tout. Au final, s'il y en avait un qui faisait un truc qui allait pas, c'était pour moi. Mais oui, j'essaye de vous guider parce que c'est pas des codes qui sont des codes de la vie, de la vraie vie, quoi. On le dit toujours, j'en parle souvent avec Noah, le jour où on va aller dans la vraie vie, ça va être compliqué. Moi, j'y arriverai parce que je suis un gars mesuré. Très mesuré et simple et intelligent. Bien sûr. Mais ça sera beaucoup plus dur pour lui, par exemple. Pour Noah ? Ouais. Mais ça va, moi je vois Berton ou même Jackie qui viennent d'arriver dans le bureau, ça va, ils commencent à... Là, tu viens de parler des deux mecs les plus aux antipodes. J'avoue. Genre Jackie et Bébert. C'est comme si tu compares physiquement Mathieu Mouton et moi. Tu vois ce que je veux dire ? Rien à voir. Non, mais même Bébert, il a réussi à... Mais je pense que Bébert, il va s'enfermer dans les toilettes pour se cacher, pour dire vraiment ce qu'il a sur le cœur et dans la tête. Moi, j'ai des problèmes aussi avec ça. Souvent, ça sort alors que ça devrait pas sortir. Ouais. Ouais, après, peut-être qu'on reste aussi dans un environnement qui reste autour du sport et puis peut-être aussi ça les choque pas. Donc ouais, et par contre, les changements, on va revenir un petit peu sur les changements. Qu'est-ce qui a vraiment changé par contre dans ton métier? Parce que là, je pense qu'il y a eu, la technologie, quand on voit un peu comme ça a fait dans les 30 dernières années. Les cannes. Les cannes? Les cannes. Ah oui, les cannes, c'est impressionnant. C'était du bois et de la fibre de verre et maintenant on est sur du carbone. On a des cannes à 380 grammes. Je pense que les cannes, à l'époque, il y avait une marque qui s'appelait Montréal. C'était des baramines. Les cannes, elles devaient peser, je sais pas, 1,2 kg. Tu partais en déplacement, les gars, on prenait 3 ou 4 chacun. Dans une housse de canne, t'étais tout seul. Il n'y avait pas de roulettes. Ils n'avaient pas encore mis les roulettes sur les housses de canne. Là, c'était un enfer. Mais à l'époque, les jeunes devaient aider toujours. Enfin, ils doivent toujours aider aujourd'hui, mais on leur demande moins. Les jeunes aidaient, donc souvent, les jeunes, ils portaient les cannes. Et c'était... Ouais, ça, c'est la plus grosse évolution. Après, il y a eu les lames avec les clics. Maintenant, tu peux enlever la lame du support. Juste avec un clic, avec un clic. Là, il est collé. Il est collé. Ouais, tu viens bousiller le décor. Et en gros, il y a une gâchette sur la lame, donc tu peux enlever la lame. Avant, un joueur, quand il avait un problème d'aiguisage, il devait sortir de la glace pour à peu près, suivant ce qu'il avait sur sa lame, ça pouvait durer 2-3 minutes, 5 minutes, 6 minutes, 10 minutes. 15 minutes. Ah ouais? Non, pas 15 minutes, mais ça pouvait être long. Alors que là, aujourd'hui, t'enlèves, on a 3 paires de lames par joueur. On enlève la lame, on met les lames fraîches, et il y a un des deux qui va aiguiser en attendant pour qu'il ait toujours 3 jeux de lames prêts. Ouais, c'est presque un peu comme la F1, quoi. Les changements de lames, ça doit aller vite. Ça s'appelle comment, le pit stop? Le pit stop. Ouais. Non, c'est un peu ça, on change beaucoup de lames, ouais. Mais par contre, les joueurs sont devenus beaucoup, beaucoup plus difficiles. Avant, le gars, il pouvait patiner avec un aiguisage abîmé parce qu'il voulait pas manquer de temps de jeu. Oui, forcément. Aujourd'hui, le gars, des fois, tu vois pas où est le problème. Tu les refais parce qu'il faut les refaire. Souvent, les chefs matériels, ils vont pas les refaire, ils vont les nettoyer un peu, les remettre. Sans leur dire. Moi, je pars du principe que je les refais. Ok. Ça t'est déjà arrivé juste de nettoyer et dire que tu l'as fait? Ouais, c'est arrivé, ouais. C'est vrai qu'il y a des joueurs qui, à chaque fois qu'ils tombent, ils font genre, oh non, c'était pas moi, c'est la lame, et du coup, ils sortent. Comme ça, on avait un joueur qui nous avait fait ça une fois. Un match, on perdait, on menait, je crois, c'était un match contre Zurich, je sais pas si tu te souviens, on menait de beaucoup, je sais plus, 7-1, 7-2, puis on a perdu 8-7. Ah ouais, je me rappelle de ce match. On a sorti le gardien. C'était au Vernet. Et il y a un joueur qui a récupéré le puck derrière, et il est tombé. Et ils ont marqué dans le but vide, et sur la glace, il est resté, il a essuyé sa lame sur la glace,
il a regardé vers le banc. Donc j'avais dû après m'expliquer au président qui était venu voir après le match. Non. Le président m'avait dit, c'était quoi le problème avec les patins? Il n'y avait pas de problème. Il n'y avait pas de problème. Ah ouais. Mais c'est toujours beaucoup plus facile de blâmer le matériel que blâmer ta faute de quart ou ce genre de choses. Toutes ces évolutions technologiques font que ton métier, il a changé aussi. Oh, il a changé, il est beaucoup plus facile. Plus facile, ouais. Il y a la fameuse... parce que je traîne quand même pas mal avec toi, mais il y a la fameuse Spark, je pense... La machine à aiguiser automatique, ouais, ça c'est incroyable. C'est incroyable, non? Ça c'est incroyable. Moi j'avais toujours, quand j'étais seul avant qu'il y ait Jordan, j'avais toujours peur d'être malade, d'être absent. Pour ça en fait, qu'il n'y ait personne pour aiguiser, parce qu'il fallait avoir une connaissance et des habilités. Et aujourd'hui, t'as plus besoin, quoi. Tu vois aujourd'hui, n'importe qui peut aiguiser les patins. Après, il y a des joueurs qui veulent pas que leur lame aille sur la Sparks, mais ceux qui sont d'accord de le faire, c'est incroyable. Il y a d'autres machines. Nous, on a Sparks parce que c'est... Oui, c'est la marque, en fait. C'est très pratique, mais il y a plein de sortes qui existent maintenant. NHL, ils ont des machines qui aiguisent les deux lames en même temps et qu'on aimerait bien avoir, mais qui coûtent hyper cher. Très, très cher. C'est des machines à 60 000 francs. Ah ouais? Beaucoup d'argent. D'ailleurs, si vous voulez faire un petit don pour la nouvelle machine à aiguiser pour Jimmy, n'hésitez pas à mettre un petit lien en description. Du coup, c'est plus facile maintenant, ton métier? C'est plus facile au niveau, comment je dirais, manuel. Ouais. Mais par contre, c'est plus compliqué dans le sens où chaque joueur a des gants sur mesure, a des cannes sur mesure, donc c'est beaucoup plus d'administratif. De logistique. Qu'avant. Ouais. Exactement, ouais. Je passe beaucoup plus de temps à faire des mails et des choses comme ça qu'à envoyer des fax à l'époque, tu vois. Ah ouais. C'est beaucoup plus d'administratif, ouais. Et comment tu vois ton métier dans je sais pas, 15-20 ans? Ça va être dur. Là, ça va pas être facile, je pense, parce que les joueurs deviennent de plus en plus pointus, plus en plus, ils ont de plus en plus aussi d'accès à l'information, donc ils savent tout même avant toi, tu vois. T'as des joueurs qui viennent et qui te parlent d'un nouveau truc qui est sorti que toi t'as pas encore vu, et ça va être difficile, je pense, mais c'est un beau métier, donc faut que ça continue. Toi qui as vécu un petit peu toutes les... je veux dire, t'es arrivé au club en 2002, je sais pas si on l'avait dit, mais donc, c'était il y a 23 ans en arrière. 7 fois que tu l'as dit. Moi, je pense que je vais finir à 17. T'as vécu un peu toutes les époques du GSHC, l'équipe, comme tu as dit, elle s'est professionnalisée, etc. Les joueurs parlent souvent de cette ambiance qu'il y a dans les vestiaires, qui est propre à Genève, où justement il y a ce noyau, il y a toujours un vestiaire qui est sain. Ça a toujours été là depuis que t'es arrivé, ou il y a un moment où c'est devenu comme ça? Toujours été là, plus ou moins. La première année, c'était compliqué pour moi de juger, ouais. Mais à partir de l'arrivée de Goran, ouais, 2006. Goran est arrivé 4. On va dire championnat du monde à Prague. Il est arrivé juste après le championnat du monde à Prague, qui devait être 2004, je pense. Okay. Puisque j'y étais avec l'équipe de France et on était en groupe A, donc ça doit être 2004. Il avait la saison 4-5. Là, elle est devenue vraiment... Le vestiaire est devenu incroyable, mais c'était aussi c'était Chris qui créait ça, en fait, en étant tellement dur avec eux et en étant tellement exigeant avec eux, etc., que les joueurs se resserraient, se mettaient entre eux pour dire « Ah ouais, il dit qu'on est nul, mais on va lui montrer qu'on n'est pas nul ». C'était un peu... Il était assez fort pour ça, Chris, à réussir en gros, à monter tout le monde contre lui pour avoir des résultats, pour avoir un esprit d'équipe, ce genre de choses. C'était un peu tout le monde contre. Et après, il avait ce truc aussi où il nous chauffait tout le temps en disant ouais, les Romans, personne nous aime, Genève, personne nous aime, on va leur prouver qu'ils ont tort et tout. Et je pense que ça a beaucoup soudé. Et après, on a toujours eu un très bon vestiaire. Après, aujourd'hui, je le vois moins parce que je suis déjà plus vieux que les joueurs, beaucoup. Pour beaucoup de joueurs, je suis beaucoup plus vieux qu'eux. Du coup, je suis moins en contact avec ce qui se fait en dehors, mais tu sais que t'as quand même un groupe qui est quand même toujours assez cool à Genève. T'as des gens... Après, t'as des gars qui ont appris aussi, par exemple, Noah, qui a appris aux côtés de Goran. Ouais, c'est lui, qui dit tout le temps qu'il essaie juste de perpétuer une tradition de vestiaire qui était là avant et qui a été instaurée, justement, il dit toujours par Goran Bizina, puis qui a été pris par d'autres capitaines aussi après. On a eu... je me souviens de Goran, il y avait des joueurs qui venaient et qui se plaignaient de « Ouais, mais on n'a pas un player lounge, on n'a pas ci, on n'a pas ça ». Et Goran, il leur disait toujours hey, grand, dégage, t'es pas content. Ici, c'est comme ça. Et c'est peut-être ce qu'on a plus fait depuis quelques années, où on a accepté un petit peu que les gens commencent un petit peu à se plaindre, etc. Avant, il n'y avait pas de place pour ça. J'ai vu un nombre de joueurs incalculable finir allongés sur la moquette en headlock,
qui est la spécialité de Goran. Moi, j'ai la toupie bretonne, lui, il a le headlock. C'était amical, hein. Oui. Mais ça voulait dire, c'est amical. Comme disait Goran, on rigole, mais à un moment, on saigne du nez. Ouais. Donc, c'était amical, mais c'était une façon de te dire, grand. Mais Goran, c'était le garant de tout ça. Hein. Il a vraiment, vraiment beaucoup fait pour ça. Je me souviens de Romain Leffel, il arrivait et on devait trouver son aiguisage quand il arrivait de Fribourg, donc on savait pas. Puis comme il avait été échangé, c'était compliqué d'appeler Fribourg pour demander et tout ça. C'était un peu spécial. Et il me demande d'aiguiser ses patins, je sais pas, 3 fois en 3 jours. 4e jour, il me demande, Goran, il me dit non. Goran lui dit non, grand. Tu fais pas? Je dis quoi, je fais pas? Il me dit non, il abuse. Il était assis à côté de lui, il dit tous les jours, il te demande qu'il a chié. Je dis oui, mais il a besoin. Ah, ciré, grand. Je m'en fous. Tu vois, quand il parle Goran. Et du coup, pas aiguiser les patins de Romain. On dirait vraiment l'oncle italien, le grand padré. C'est un peu ça, hein. C'est Gogo, c'est le patron de la mafia un peu. Ça, tu dis que c'est quelque chose qui manque actuellement? On a manqué un petit peu de leader par la parole avec un cœur grenat, si tu veux. T'avais Jackie, mais Jackie, c'est pas quelqu'un qui va violenter. C'est pas quelqu'un de très vocal. C'est un leader par l'exemple. Et je pense qu'il s'est rendu compte un peu du manque qu'on avait sur la fin de sa carrière. Et on a besoin de retrouver cette identité grenat où on est fier. Et puis, je veux dire, c'était pas super à Genève. Pendant des années, ça n'a pas été super, mais jamais un joueur aurait osé dire à un adversaire ou à quelqu'un « Ah, j'ai pourri ici ». Tu vois, il y avait cette fierté, ce que vous dites maintenant, les jeunes corporate, tu sais, hyper attachés, mais c'était vrai, quoi. C'était vraiment vrai. On a des joueurs qui sont partis, qui n'ont pas fait long parce que les joueurs leur ont dit tout de suite. Leur ont dit ici, c'est comme ça, si t'es pas content, tu dégages. Après, les journalistes écrivaient des trucs, qu'ils avaient menti ou des choses comme ça, mais ils avaient une pression à l'interne aussi, une pression. Il y avait des attentes sur ton comportement, sur tout, qui faisait qu'ils n'étaient pas toujours à l'aise ici, quoi. Ouais, ça, c'est quelque chose, pour moi qui te côtoie assez régulièrement, où toi, t'es attaché justement à cette culture, des fois un petit peu old school aussi, hein. Moi, je suis old school. Vraiment old school à fond, mais qui a fait que, à l'époque, Genève Servette, comme tu dis, même si on n'avait pas les joueurs les plus talentueux, on a toujours fait des résultats. Et tout le monde avait peur de venir ici. Tout le monde avait peur de venir ici. Après, moi, je fais partie du truc où je me dis, il faut gagner, peu importe comment. Oui. C'est égal. Donc, si on gagnait parce que les gars avaient peur de venir à Genève parce qu'on avait une bande de sauvages, c'est pas grave, on a gagné. Et je pense qu'on a un petit peu perdu ça, mais c'est aussi le monde qui évolue comme ça. On est beaucoup plus politiquement correct, beaucoup plus lisse, beaucoup moins provocateur. Tout le monde essaye un petit peu de se fondre, de pas trop être vu, quoi. On devient très suisse. On devient très correct tout le temps. Et moi, j'aimais bien ce côté un peu où on en avait un peu bad boy et puis ouais. C'est même pas d'être bad boy, c'est juste. Ouais, c'est juste. On s'en fout, quoi. Et je pense que je t'en ai déjà parlé, mais enfin, j'ai déjà dit plusieurs fois, nous, tout ce qui se passait dans le reste de la ligue, dans les vestiaires, ailleurs et tout, on le savait jamais. Parce que tout le monde s'en tapait et nos joueurs parlaient pas forcément aux joueurs des autres équipes. Ils se parlaient l'été, mais pendant la saison, on était en mission, un peu. On a eu ça pendant des années. Et aujourd'hui, c'est plus la même chose, mais c'est comme ça, il faut évoluer. Il faut aussi que moi, j'évolue, que je comprenne que je peux pas être old school. Mais j'arrive pas, j'adore. Old school, pour moi, quand tu me dis old school, c'est le plus beau compliment que je puisse recevoir. Ouais. On n'a plus beaucoup de joueurs old school maintenant. On en a eu un ou deux. C'était un Vanier, Winnick, Eric Fer. C'était des gars old school. Après, je pense que ça sera dur d'en retrouver, mais on aura des new old school. Tu vois. Tu penses que ça s'est perdu un petit peu peut-être avec le fait qu'on, comme tu disais, on a toujours couru après ce titre, qu'on a toujours essayé, comme tu dis, de gagner par n'importe quel moyen, et une fois qu'on a gagné, peut-être que ça a été plus compliqué après. Moi, je pense que pour gagner, on a été obligé d'aller chercher du talent. Et quand tu vas chercher du talent, t'enlèves un petit peu de grit. Tu vois, des gens qui ont galéré. Je veux dire, t'as des joueurs, je pense pas qu'il m'en voudra de le citer, mais un gars comme Maurice Draxler, à Zurich, ça marchait pas. Il était tout le temps à Getse, il est venu à Genève. Il a voulu prouver à tout le monde qu'il était capable. Du coup, on avait beaucoup de joueurs qui avaient dû batailler pour réussir. Tu vois, on n'avait pas que des superstars. Et je pense que ça, pour gagner, t'es obligé d'aller chercher du talent finalement. Parce que on le voit quand on a perdu la finale contre Berne au Zurich, à un moment donné, c'est le talent qui l'emporte, quoi. Et le talent en plus du travail. Mais nous, on avait peut-être trop de travail, pas assez de talent. On a ramené beaucoup de talent. Et en ramenant du talent, tu perds un petit peu
de grit. Je sais pas comment on dit ça en hockey, on dit du grit, mais de la rage, de l'envie, du travail. Tu vois, on a ramené des peintres, on a ramené des Picasso et pas des peintres en bâtiment. Quoi. Ouais. Et on a fait moi j'ai fait une vie de peintre en bâtiment avec les joueurs et on se trouve avec des très bons peintres. Donc c'est différent. Ouais, c'est différent. C'est différent, mais après c'est à tout le monde de s'adapter à ça, mais essayer peut-être de leur donner un petit peu de ce côté de fierté, etc. Qu'est-ce que toi, parce que t'es très influent dans le vestiaire, t'es très influent, bah si, tu fais le modeste, mais t'es très influent chez les joueurs, t'es très influent même chez les coachs, même dans la direction. Je sais que toi, t'as cette volonté de remettre Genève Servette au centre, vraiment de tout. Comment est-ce que toi, Jimmy, tu peux t'y prendre? Plus rien laisser passer peut-être. Dès que j'entends quelque chose qui va pas, tout de suite le faire remarquer. Ce que j'ai plus fait depuis quelques années, parce que comme je te dis, ça a changé quoi. On n'est plus dans le hockey d'autrefois voilà. Et puis après on avait des joueurs qui sont restés longtemps, donc j'avais une légitimité avec eux. Aujourd'hui c'est des gars qui arrivent d'ailleurs. Qu'est-ce qu'il nous dit le chef matériel, ils se prend pour qui? Donc faut peut-être que je retrouve un petit peu cette place tout en. Alors je pourrais jamais retrouver la place que j'avais avant, parce que j'avais aucune limite et aucun filtre et je disais tout ce qui allait pas. Peut-être c'est à moi de trouver une façon de pouvoir apporter quelque chose comme ça pour que le Genève Servette redevienne le Genève Servette qu'il était. On a dit que forcément que tu as passé beaucoup de temps au club, tu as vu des joueurs éclore avec qui tu as été très proche. Je pense à des Jonathan Mercier que tu as vu depuis qu'il est gamin, il a fait 19 saisons au club, des Paul Savary, là plus récemment des Noah Rod ou même des Elliot Berton que tu as connu tout gamin. On m'a dit que tu les as traumatisés. C'était quelqu'un tous m'ont dit que du bien de toi. Faut savoir que tout le monde me dit que du bien de toi. Par contre, je pense que tu leur as laissé des marques. Mais vraiment, dans la à peau. Vie. Alors déjà, dans la peau, c'est quoi cette histoire de fourchette? J'ai fait une éducation à la fourchette pour les jeunes, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais toujours une fourchette dans la poche. Et quand le gars faisait pas ce qu'il fallait, se comportait mal, il prenait un coup de fourchette. Je crois que le record, c'est Elliot Berton qui l'a. Mais apparemment, il m'en veut pas parce qu'il dit encore du bien de moi. Ouais. Je l'ai élevé. Et d'ailleurs, il y a un joueur qui m'a dit cette année, Noah, m'a dit, Jimmy, il faut que tu ressortes la fourchette. On a besoin un peu de retrouver ce côté où Elliot Berton, il avait très gentil garçon, il aidait toujours, mais il fallait toujours qu'il fasse une connerie. Ouais. Toujours. Je me rappelle de l'avoir poursuivi, lui, et moi j'étais en forme à l'époque, je pouvais courir un peu plus. Poursuivi lui et un jeune qui s'appelait Barbero, avec le. Victor, avec le putter de golf, que Michko Antizin avait laissé en 2002, qui traînait toujours par là. Je l'ai poursuivi et comme il courait trop vite pour moi, je lui ai jeté le putter et je voulais choper Elliot et j'ai chopé Barbero dans le dos. On les a dressés un petit peu. Il y a Vukovic qui a ramassé aussi pas mal à l'époque. Ouais, il rangeait jamais ses affaires. Du coup, je lui avais expliqué, je lui ai dit à Genève, tu ramasses pas tes affaires, elles finissent dans la poubelle. Une fois, deux fois. Troisième fois, je lui ai dit que son équipement était à la poubelle. Donc il a été dans le container chercher son équipement. Il le trouvait pas. Je lui ai dit, il a dû partir à la déchetterie. Enfin, ils ont vidé les containers. En fait, c'était dans mon local, mais genre de choses où il y avait à l'époque, je sais pas si tu te souviens de Sébastien Schilt. Il mettait jamais ses gants dans le bon sens. Il était jeune, il mettait toujours ses gants à l'envers dans le vestiaire. Je lui ai dit une fois, deux fois, trois fois. Et après, j'ai pris un spray et je les mouillais tous les matins. Et il me dit, mes gants sont trempés. Et je dis, quand tu les ranges pas, ils finissent dans les chiottes. Ils sautent, ils vont dans les chiottes et je tire la chasse. Donc, j'osais pas quand même les mettre dans les toilettes, mais on les a dressés, mais la fourchette, c'était bien. Mais je pense que je vais reprendre une fourchette. Ouais, pour l'année prochaine. Bon, maintenant, avec les fourchettes, elles sont toutes en plastique, en bois, pardon. Ah, mais moi, je t'en amène, j'en ai des solides, Ouais, j'en ai vraiment des solides. Bon, les jeunes, je dois dire que les jeunes, aujourd'hui, là, ceux qu'on a, ils sont quand même assez bien disciplinés. Mais je peux mettre des coups de fourchette aux vieux. On va faire un truc sur le site, là. Les gens, ils élisent le joueur qui mérite un coup de fourchette. Et je lui mets un petit coup de fourchette. Messieurs de la com, là. Ils ont l'air d'être chauds. On va faire ça. Ça va être le poste du mois, genre le coup de fourchette. Et puis, élisez votre joueur qui mérite le coup de fourchette. Non, j'ai mis quelques coups de fourchette, ouais. Mais tu vois, comme je t'ai dit, après, j'ai parlé avec Christian Marty, que j'ai eu jeune aussi. Ouais. Et qui racontait. Qui est à Zurich maintenant. Ouais, et qui a vu une attitude d'un de nos jeunes cette année. Je suis allé voir le jeune, je lui ai dit, on jouait contre Zurich. Le jeune, il a rigolé. Je lui ai dit, je rigole pas, tu viens ici. Et quand il est passé, je parlais avec Marty. Du coup, j'ai vu Christian. Et Christian lui a dit en suisse allemand, non, tu fais quoi? Quand Jimmy te dit, tu fais. C'était une autre, une autre culture, approche. Parce que justement, ça me fait rire quand tu parles de quand le joueur il met pas les gants au bon endroit, quand il laisse traîner ses affaires.
dans les trucs qui sont ressortis aussi, c'est que tout le monde m'a dit que t'étais le mec le plus maniaque qui existe. Ouais. Et même moi, je le sais, des fois, je dois préparer le vestiaire pour une interview, tu veux que tout soit picobello. Là, je suis rentré dans la salle, là, j'ai vu les maillots qui étaient mal mis. Je me suis retenu. Les maillots sont mal mis. Là, il faut tirer le col. Là, on voit l'arrière. Ouais, on voit l'arrière, là. Mais ça, c'est les deux là-bas. Non, mais. Tu vas les piquer avec la fourchette? Ouais, on va les choper. Il n'y a pas de fourchette, mais il y a une. Je sais pas, il y a un truc, on va trouver. J'ai des clés. Ça fait mal aussi. Ouais, c'est pas pareil. Mais pour moi, le vestiaire, c'est l'image de l'équipe, du club. Donc, il faut toujours que ce soit le plus nickel possible. Et ouais, je suis maniaque. Mais je m'en rends compte, hein, parce que parfois, on a eu par exemple cette année je tairai son nom, mais notre joueur qui a été tout le temps blessé, qui venait de Suède, il s'est pas entraîné pendant des semaines. Et tous les jours, je repassais, je re-rangeais son équipement que j'avais déjà rangé la veille et que je rangeais depuis un mois. Donc ça, c'est sûr que j'aime quand c'est vraiment nickel un vestiaire, ça doit être toujours nickel. Et d'ailleurs, ça nous rend fou avec Jordan quand on part en Ligue des Champions et que nos chargés de communication, je sais pas comment vous les appelez ça, il y a des noms maintenant un peu modernes pour moi. Loïc, par exemple, qui vient faire des images du vestiaire alors que les joueurs ont déjà tout touché et que c'est plus nickel. Ça nous rend marteau, ça nous rend dingue. Nous, on veut pas montrer je t'ai déjà dit, quand il y a des plateaux télé dans le vestiaire, vestiaire, il sera montré que propre, pas avec des maillots mis n'importe comment, etc. C'est la carte de visite du chef matériel, c'est la carte de visite du club, c'est l'image que tu veux montrer. Et voilà. D'ailleurs, c'est maintenant que tu me laisses, moi, préparer le vestiaire pour les plateaux, c'est quand même, ça va. Tu m'as bien appris. Ouais, ça va, ça va. Ça va. Mais par contre, les gens enlèvent toujours les poubelles. Oui, alors oui. Ouais, mais parce que pourtant, elles sont très bien mises, elles sont parfaitement, de façon symétrique, etc. Et c'est vrai qu'après, une poubelle dans le champ de vision d'une émission à la TV qui passe dans le vestiaire. Oui, parce que c'est vrai que les gens qui regardent la télévision, ils n'ont pas de poubelle chez eux. Donc, ça les choque. Moi, t'es souvent, je pense que c'est le chef matériel qui est le plus sollicité pour des interviews, pour réagir même sur du hockey en général ou sur de la vie de vestiaire, etc. On voit très peu de chef matériel qui est autant médiatisé et ça va faire écho un petit peu à ton amour pour le club. C'est que je sais que tu détestes ça. C'est vraiment pas quelque chose que tu aimes parce qu'à chaque fois, et c'est là où tu me fais rire, c'est que tu me dis Jeff, j'ai pas envie de le faire. Mais si tu penses que c'est bien pour le club... Mais je le fais pour le club, mais voilà. Moi, ça me fatigue. Enfin, ça dépend quoi, mais c'est chiant, quoi. Moi, il y a des journalistes qui te posent des questions sur pourquoi vous avez perdu. Ça m'est arrivé. Mais ah ouais. Grand, si je savais, je serais en costume en train de coacher, et puis le coach, il serait en survêt en train de faire les pétards. Et de mettre des coups de fourchette. Tu vois ce que je veux dire, c'est... Non, ouais, je sais pas. Je pense que c'est les règles du jeu qui ont fait ça. Ouais. Ah, qui t'ont donné cette aura un peu. Mais c'est le fait aussi que j'ai été un petit peu le premier chef matériel à arriver de la nouvelle génération de chefs matériels un peu plus qui venait de ça en fait. Moi j'ai fait ça toute ma vie, donc j'étais le premier pour ça. Et après ce côté que les Suisses aiment pas trop, le côté français avec une grande bouche, et j'avais une beaucoup plus grande bouche quand je suis arrivé qu'aujourd'hui. Je me suis quand même adapté, mais c'est peut-être ce côté qui a fait que comme tu dis, j'ai été un petit peu médiatisé. Mais je pense que les règles du jeu ont fait beaucoup. Mais là, ça va, t'es content d'être là avec nous? Moi, oui, ça va. Tranquille. T'as vu, je suis venu, tu m'as demandé, je suis venu tout de suite. Moi, j'avoue, mais j'avais aucun doute là-dessus. Ouais, non, après, voilà. Mais c'est mieux maintenant quand même, on me laisse un peu plus tranquille qu'à une période, ouais. C'est bien. Si t'avais pas fait chef mat, t'aurais voulu faire quoi? Je sais pas. Je sais pas, en fait, je me suis jamais posé la question. Peut-être joueur. Mais de quoi? De hockey? Ouais. Ah ouais? Juste pour avoir la belle vie, en fait. Non, je sais pas. Franchement, non, pas joueur du tout. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, un truc... J'aime bien ce côté... quand tu t'arrives à la Migros le matin, que t'es le premier, et que toutes les boîtes de conserve et tout est hyper bien aligné. Et ça, des fois, je kiffe. Ça m'étonne pas. J'adore ce côté hyper droit et tout. Je vais à la Migros, par exemple, le matin, et je vois les gens qui rangent les rayons. Quand nous, on est en train de faire les courses, ça m'en fout. Je dis, mais ils pouvaient pas venir plus tôt? Je me dis, bah non, le gars, il a un boulot normal. C'est pas que, tu vois, c'est pas qu'il a envie de venir sur son temps libre. Tu vois, j'aime cette organisation. Et par contre, chez moi, je suis une catastrophe. Ah ouais? C'est un bordel. Ma femme, elle craque, quoi. La fameuse expression, le cordonnier le mal chaussé. Ouais, exactement. Mais pour tout, mes enfants, mon fils, il a commencé à jouer au hockey, il avait la canne du mauvais côté. Je lui aiguisais ses patins 2 fois par année. Alors maintenant, je peux plus parce qu'il demande, mais, enfin, tu vois ce que je veux dire. Tout ce que je fais, en fait, je pense que tout ce que je fais à la patinoire, je le force. Le vrai moi, il fait pas ça. Tu parles de tes enfants. On peut citer leur nom. Bien sûr, ouais. Timo,
Mathie et Elmi. Elmi. Que des prénoms finlandais. Ouais. C'est quoi cet attachement avec les... C'est à cause de toi qu'on a plein de Finlandais ou grâce? Non, mais moi je suis bien content. Non, j'aime bien j'ai toujours aimé la Finlande. Je suis allé très souvent en Finlande déjà jeune, mais quand j'étais en France, il y avait eu la fameuse loi Bosman, Ouais. où on s'est retrouvé on est passé de 2 étrangers, voire 1, à illimité finalement. 12, ouais, enfin, il y en a, Ouais, même encore maintenant, il y en a, ouais. Et on a eu beaucoup de Finlandais, et ils m'ont un peu pris sous leur aile, ils m'ont amené en Finlande. Je suis allé très jeune en Finlande. Tu retournes d'ailleurs assez souvent. Je retourne dès que je peux. Ouais. Et je sais pas, c'est marrant parce que c'est pas vraiment des gens comme moi, quoi. C'est plutôt des gens qui parlent pas beaucoup, mais j'aime ce truc où s'ils te parlent en Finlande, en fait, si les gens te parlent et les gens te demandent comment tu vas, c'est qu'ils veulent vraiment savoir comment tu vas. Il y a pas je crois même qu'en Finlande, en finnois, parce qu'il faut pas dire en finlandais, en finnois, je crois que l'expression salut, comment ça va, ou le fameux how you doing américain, il n'existe pas. Si tu demandes à quelqu'un comment il va vraiment te dire. Okay. Vraiment ça va, écoute, ce matin je suis allé là. Enfin, c'est pas comme chez nous. Et j'aime ce côté un peu où ils font pas de manière, quoi. Ils font pas semblant de t'aimer. J'aime, puis c'est un pays qui est magnifique. Il faut pas y aller en vacances. Pourquoi? Parce que je veux pas faire de la pub pour ça. J'ai pas envie que tout le monde y aille et me trouver comme sur la Costa Brava ou je sais pas quoi, tu vois. Non, c'est hyper cool. C'est vraiment bien. Et puis on aime la culture finlandaise. On a la plus grande consommation de moutarde finlandaise, je pense, à Genève, sûr. Et probablement dehors de la Finlande. Tu les fais importer ou tu en trouves ici? Ouais. Là, il y a Yann Cadieux qui était en Finlande avec l'équipe U20. Il m'a dit, tu veux que je te ramène quelque chose? Je lui ai dit, ouais, ramène-moi de la moutarde. Il m'a ramené 10 tubes de moutarde de 300 grammes là, qui vont faire à peu près, je pense, 1 mois chez moi. On consomme beaucoup de moutarde finlandaise, de cornichons finlandais aussi. On a une culture assez finlandaise. Mais du coup, c'est une question bête que je vais te poser, mais tes 3 enfants, tu leur as trouvé des prénoms finlandais pour ça? Bon, parce que t'aimes au final... On s'est pas dit on va aller leur donner un prénom finlandais. Le premier, moi j'aimais beaucoup Timo. Et ma femme a dit Go. Et ma femme, elle a une théorie sur les prénoms, il faut qu'ils s'accordent. Okay. Elle aurait pas pu avoir un Timo, et puis un François, un Jean-Pierre, et un Brandon. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ça doit s'accorder, ça, et puis... Et ouais, on aime beaucoup, et les enfants aussi adorent la Finlande. Hein. Quand on est allé en Finlande il y a 2 ans, on dit, bon, on fait quoi dimanche? Et après, quand on est rentré au mois d'octobre, novembre, je sais pas, on fait quoi dimanche? Oh, pour aller en Finlande. Non, les enfants, c'est pas comme ça que ça marche. C'est quand même loin. C'est loin, c'est cher. C'est pas comme ça, mais on aime beaucoup la Finlande chez nous. Ouais. Mes enfants sont fans absolus de l'équipe nationale de Finlande. Ah ouais? Ouais. Ils sont fans des clubs finlandais. Mon fils, il se promène avec le maillot de Tappara Tampere. On a ce truc, alors qu'il a jamais vu jouer Tappara Tampere, mais c'est un truc finlandais. D'ailleurs, ton joueur préféré? Petteri Nummelin. Alors ça, j'ai essayé d'appeler Timo Petteri. Ouais, c'est pas passé. Non, sauf que si tu recherches un peu, en fait, il s'appelle Petteri Timo Nummelin. Ah ouais? Son papa s'appelait Timo Nummelin, c'était une star du hockey finlandais et un joueur de violon. D'où le fait que t'aimes le violon? Non, et j'aimais le violon, tu vois. Et quand il célébrait ses goals... Mais tout se rejoint, en fait. C'est incroyable. Son papa, quand il marquait un but, il faisait le violoniste. En fait, il faisait comme ça. C'est pour ça que Nummelin le faisait aussi. D'accord. Donc voilà. Et maintenant, imagine, j'ai atteint le Graal. Pour moi, c'est que quand on joue contre Ajoie, Nummelin, il me dit bonjour à moi, il dit bonjour à personne d'autre. Ok. C'est la classe, quoi. Petteri Nummelin, qui est donc assistant coach à Ajoie. Et j'ai une question qui fâche, ou qui va peut-être fâcher quand même pas mal de Genevois. Peut-être moi aussi, selon ta réponse. Mais si tu devais en prendre qu'un, tu prendrais Nummelin ou Tom Ernest dans ton équipe? Aujourd'hui, Tom Ernest. Ah ouais? Ouais, Nummelin, il est plus proche de moi. C'est plus gros. Non, mais pas, je veux dire, le Nummelin qu'on avait vu avec Lugano en 2006, ou le Tom Ernest qu'on a vu avec nous l'année où il fait vraiment genre... Enfin, Tom Ernest avec nous, quoi. Je prends Tom Ernest parce que je le connais dans le vestiaire, Je connais son attitude, je connais son envie de gagner, et comme il est. Du coup, je prends Tom Ernest parce que ça, j'ai pas ce côté avec Nummelin. Je l'ai jamais connu vraiment dans le vestiaire, mais en vrai, c'est dur. C'était stylé de le voir jouer quand même, Nummelin. Ouais, c'était beau. C'était du hockey joli. Tu parlais de tes enfants et de ta famille. On parle toujours des hockeyeurs qui ont beaucoup de déplacements, les coachs aussi, parce que les coachs sont plus âgés aussi, ils ont des vies de famille, les joueurs aussi, et ainsi de suite. Mais on oublie aussi justement que toi, tu fais tous les déplacements, que des fois, souvent même, tu arrives avant les joueurs, tu pars après les joueurs. Ouais. Des fois, les joueurs, ils ont congé, alors que toi, pas du tout, et ainsi de suite. Comment même là, maintenant, à 46 ans, comment tu fais pour justement gérer en fait ces deux côtés, ta vie familiale quand même et ta vie de professionnelle? J'ai la chance d'avoir une femme qui est incroyable et qui fait tout, qui se plaint jamais.
Elle me le dit, mais elle se plaint pas. Déjà, j'ai ça. Et après, j'ai un truc qui est clair, c'est que quand je suis pas au travail, je suis à disposition de la famille. Donc, je vais pas me permettre d'aller manger avec des potes au resto ou des choses comme ça. Quand je suis là, je suis là. Et j'essaie de rattraper, mais tu manques beaucoup de choses. Hein. Tu manques plein de moments. Tu manques les anniversaires. Alors, les anniversaires, j'ai la chance, c'est au mois de mars. Puis ces 2 dernières années, on n'a pas fait des grands playoffs, donc j'étais là pour les anniversaires. C'était là pour tous les anniversaires. Mais les anniversaires des enfants, je les manque jamais parce qu'on s'organise toujours pour les faire. Mais les fêtes d'anniversaire avec les copains, je les manque. Et ça, oh là là, qu'est-ce que c'est compliqué de les manquer. Oups. Alors ça va. Ma fille, par exemple, c'est des filles, donc ça va. Mais les garçons, là, Mathie qui fait du hockey, il y avait ses copains du hockey, c'est un carnage. C'est un carnage. Ah ouais. Tu peux pas le faire à la maison, tu dois le faire dehors, quoi. Sinon, Mais ouais, voilà, tu manques tout ça. Tu manques. J'ai manqué plein de choses, ouais. Mais après, comme je te dis, j'ai eu de la chance qu'ils soient nés. Ils sont nés au mois de mars, donc en général, j'arrive un peu à faire les anniversaires, mais j'ai manqué Mathis cette année. Il a joué 2 matchs avec la catégorie du dessus. J'en ai vu un, j'ai pas vu le deuxième, alors que lui, il aurait aimé que je vois les 2, moi aussi. Mais c'est comme ça, en fait. Tu manques des choses, mais la famille, elle le sait. Et ça marche, quoi. Mais tu regrettes pas? Regretter. Non, je le regretterai un jour, je pense, d'avoir loupé plein de choses. Mais là, non, ça va. Après, des fois, ils te font un peu des remarques. Ma fille, je lui dis, mais papa, il va te manquer. Elle dit, bah non, d'habitude, t'es jamais là. Mais là, maintenant, c'est mieux. Ils le vivent bien et puis ils aiment le hockey. Donc, ils aiment. Ma fille, elle s'en tape du hockey complètement, mais ils aiment ça, donc ils comprennent. On a un petit truc où, tu sais, on avait posé des questions, on avait dit sur Instagram, posez vos questions à Jimmy parce qu'on savait que, pour dire aux gens qu'on allait faire ce podcast. Donc là, ça va être un petit aparté où j'ai juste posé les questions qu'on a reçues. Alors, il y en a qui sont plus faciles que d'autres. Et puis, tu y réponds comme tu veux. Ok. Ça te va? Ouais. La première question, c'est, tu t'es déjà pris un palais dans la tête? Oui. Ah ouais? À Cloton, ouais. Igor Fedulov qui fait une erreur, je sais plus quoi. Le puck se retrouve dans la zone défensive tout au début du match et Jean-Pierre Vigy à l'époque veut la dégager. Et en fait, il s'est dit, je vais la dégager le plus fort possible contre le plexi, sauf qu'en fait, le plexi qu'il a vu, qu'il a identifié comme le plexi, c'était le plexi derrière le banc. Ah mince. Du coup, elle a frappé l'arrière du banc, elle m'a frappé au visage. Et j'étais en train d'engueuler le physio qui avait son sac au milieu du truc. Et j'ai cru qu'il m'avait mis une droite. Je recommence à une droite. J'ai cru que, parce que j'avais du mal à lui parler, j'ai cru qu'il m'avait mis une droite. J'ai vu un truc noir arriver sur moi, mais hyper fort. Et j'ai mis la main, j'ai vu que j'avais du sang. Et j'ai cru que c'est lui qui m'avait mis une droite pendant quelques secondes. Puis après, je me suis rendu compte que c'était le puck. Mais sur le coup, j'ai dit, waouh, pas commode lui. Il m'a mis une patate. Ouais, j'ai déjà pris le puck une fois. J'ai pris une fois le puck dans les fesses. Ouais. Par Marco Morer, à son premier passage. Il a été renvoyé au vestiaire par Chris, qui a dit, grand, t'as viens de blesser Jimmy, tu rentres. Il a plus joué. Et voilà, non, c'est tout. Après, des fois, tu reçois des pucks, mais rien de bien traumatisant. Le plus gros caprice que t'as eu de la part d'un joueur? Ah, le plus gros caprice. C'est-à-dire le plus... Genre le un plus peu en mode diva. Tu vois, genre... Je veux que tous les matins à 7h, monter chaud, soit à 37 degrés 5. Le plus gros caprice, non. Le plus demandeur, celui qui demande le plus, c'est Noah. Noah, il a toujours besoin de quelque chose. Mais des gros caprices, oui, j'en ai eu quand j'étais en France. Un joueur qui jouait, quand il jouait en attaque, il voulait jouer avec des patins d'une marque, en défense, et patins d'une autre. Et comme il changeait tout le temps, il fallait qu'il ait 2 paires de patins, et puis il jouait pas avec la même courbe. C'était du cinéma, mais j'ai eu ça. Après, sinon, non, on n'a pas eu de... Non, les caprices, ça va. Les joueurs, au final, un joueur de hockey n'est pas si capricieux que ça. Non, parce qu'en fait, on leur donne tout ce qu'ils veulent. C'est aussi ça. Vu qu'ils ont tout ce qu'ils veulent, ils n'ont pas besoin de faire des caprices. Par contre, ils ont des problèmes à comprendre le nom. Le mot non est un mot qui n'est pas dans leur vocabulaire. J'essaye plein de fois. Il y avait un joueur, notamment Florent Douai, qui me demandait sa 3e paire de gants de l'année. Je lui dis non. Et il me dit, mais oui, mais j'ai besoin, s'il te plaît. J'ai dit, tu comprends pas de non? Non, mais Florian, quand une fille te dit non, qu'est-ce qu'on fait quand la fille elle dit non? On arrête. Eh ben moi je suis comme une fille, t'arrêtes. Mais ils comprennent pas le mot non, compliqué à accepter pour un joueur de hockey. C'est un très beau message ça, pour tout le monde d'ailleurs. Quand la fille dit non, c'est non. La plus grosse situation de crise que t'as dû gérer? Plus grosse situation de crise ou de crise? De crise. Ah bah ça peut être lié à crise, hein, aussi. La plus grosse situation de crise, dans le sens crise de... Genre, la question elle est posée comme ça. Genre, tout d'un coup il y a une crise et c'est toi qui as dû la gérer. Il n'y a jamais eu de crise.
T'as pas dû renvoyer un joueur? J'ai dû aller rechercher un joueur qui était parti. Ça, j'ai eu un joueur qui s'est barré. Pendant un tiers-temps à Berne, il y a 2 joueurs qui se sont disputés. Et il y a un 3e qui est venu pour intervenir, pour leur dire d'arrêter. Et je sais plus ce qui s'est passé. Moi, j'étais pas là à ce moment-là, il s'est barré. Genre, il s'est déséquipé, ça dit, je me casse. Ah ouais? Je joue plus avec ces cons. Avec ce con, je me casse. Il est parti. Et Chris Maxwell me dit, mais il est où? Je dis, il est parti. Il me dit, quoi, il est parti? Je dis, oui, il s'est barré. Il me dit, va le chercher. Et je suis allé le rechercher dans le parking. Il était dans le parking à Berne, à la Berne Arena, là, tout au bout. Je suis allé le chercher, j'ai dû sortir mes plus beaux arguments pour qu'il revienne. Je l'ai remotivé, il est revenu. On a le droit de dire qui c'est ou pas? Non. Oh, non. Est-ce que t'as déjà oublié du matériel pour un match? Oublier, je me suis trompé. Des oublis, non. Mais par exemple, prendre la mauvaise couleur de bas, ça m'est arrivé une fois. On a fait quoi? Qu'est-ce qu'on a oublié? Non, je touche du bois. Je vais taper, je sais que les techniciens n'aiment pas, mais je touche du bois. J'ai rien oublié depuis longtemps. Avec Jordan, on arrive à rien oublier, mais du fait qu'on prépare tout en rentrant déjà, on remet tout dans le camion la nuit, du coup, on a très peu d'oublis. J'oublie de faire des choses. Parfois, un joueur qui te demande quelque chose pendant un match sur le banc, après, t'oublies de le faire le lendemain, mais oublier des choses. Matos. Non. Bon, à part, tu m'as dit quand t'avais 13 ans. Quand j'avais 13 ans, j'ai oublié les gourdes, j'ai oublié. Les gourdes, j'ai appris la leçon parce que le coach, on avait un coach suédois, donc Michael Lundström, que j'ai parlé avant, il m'a fait servir les joueurs à la bouteille d'eau et au gobelet. Ah ouais, quand t'avais oublié les gourdes? Ouais, ça doit être long. C'était hyper long. C'était hyper long. Le joueur le plus chiant que t'aies jamais eu? Chiant au niveau équipement? Ouais. Alors, il y en a 3. Chiant. Ça, je peux les citer parce que je m'en fous. Noah est chiant. T'as dit avant? Simon Lecoultre est chiant, mais il s'occupe de tout seul. Ok. Il est pas chiant. Il sait ce qu'il veut, il est pénible. Mais il s'occupe de tout lui-même. Si tu veux, c'est quand même nous qui devons aiguiser, etc. Mais s'il veut quelque chose de différent, il s'en occupe. Ok. Donc, il est assez carré. Je pense que tu le connais aussi. Ouais. C'est un vieux dans un corps de jeune. Il est très, très... C'est une très belle définition de Simon Lecoultre, d'ailleurs. C'est un vieux dans un corps de jeune, mais j'adore Simon. Enfin, je les adore tous. Et un qui est relou et qui revient chez nous et que je sais déjà qu'il va être relou, c'est Tim Bozon, qui est très, 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 très pointu. Mais il a été mal habitué, et ça, je l'ai dit à son père quand il avait 9 ans. Je lui ai dit, arrête de lui donner tout, il va être chiant. Et il est chiant. Mais il est gentil aussi, mais il est chiant. Tout le temps quelque chose. Combien de cigares t'as fumé le 27 avril 2023? Un? Ouais. Un seul? D'ailleurs, quelle photo? Elle est belle, hein? Elle est incroyable. Elle est belle, mais il y en a plusieurs, mais elles sont jolies, ouais. Oui, un seul cigare et une demi-bière. Ouais. Une demi-bière. J'ai gardé la même bière toute la soirée pour être sûr qu'on m'en donne pas une, parce que je bois plus et pas vraiment d'alcool, en fait. J'ai pas un monstre plaisir à boire de l'alcool, du coup... Après, pour les gens qui savent pas, il faut savoir aussi que toi, tu bois une bière et t'es... Moi, je bois une bière, je suis parti. Après, les 15 d'après, elles me font rien, et la 16e, elle me tue normalement. Du coup, je bois pas. Je pense que la dernière fois que j'ai été bourré, ça doit faire... je sais pas, 20 ans, peut-être. Oh. Ouais, peut-être pas 20 ans, mais pas loin. Quelles sont les habitudes de joueurs les plus amusantes que tu as vues? Les habitudes... Alors, il y avait John Fritchie qui arrivait à peu près 7 heures avant le match. L'horreur. Il est arrivé hyper longtemps avant. On a eu Jean-Pierre Vigier, qui arrivait aussi hyper tôt, qui s'asseyait dans le vestiaire et qui regardait du baseball à la télé. Il arrivait hyper tôt. Les habitudes, il y a des joueurs qui retoilent leur canne en étant 13e attaquant, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas fait un shift. Ah ouais? Ils arrivent dans le vestiaire à la pause et la retoilent? Ouais, okay. Ils retoilent leur canne. On n'a plus, mais on en avait un. D'ailleurs, je l'ai vu en ville l'autre jour. Je savais pas qu'il habitait toujours à Genève, mais je l'ai vu l'autre jour. Qui faisait ça tout le temps, il me rendait fou. Je lui ai dit, mais tu te rends compte, si tu payais toi la toile, tu le ferais. Et je l'ai vu, l'autre jour, je savais pas qu'il vivait encore ici, mais je l'ai vu, il se reconnaîtra. Il a ramassé lui aussi, il a pris des coups de fourchette. Après, des habitudes. Des gars qui font aiguiser leurs patins tout le temps, même s'ils n'en ont pas besoin. Juste parce que ils ont besoin. Noah est comme ça, Simon est comme ça. Voilà, mais honnêtement, il n'y a pas vraiment, comme je t'ai dit, comme j'ai dit avant, vu qu'avec Jordan et même Mathieu Mouton qui nous aide aussi, on fait tout pour eux, tout ce qu'on peut. Ils nous demandent pas vraiment grand chose parce qu'on sait qu'ils vont demander avant, donc en général tout est fait avant. Notre ami Ishier,
Ouais. Il demande d'aiguiser, mais il veut aiguiser pour tous les matchs. Donc tu lui fais, la veille, tous les matins du match, il arrive et il te demande « Tu peux déguiser mes âmes ?» Tu veux quoi ? « Tu peux déguiser mes âmes. » Oui, j'ai besoin d'une église. Donc lui, il te demande tous les matins. Je lui dis j'ai fait tes patins. Ouais, t'es sûr ? J'ai dit oui, je suis sûr. Et le chef mat de Bienne m'a dit qu'il faisait déjà ça avant. Il demande toujours, il dit, oui, c'est fait. Non, mais t'es sûr ? Ouais, je suis sûr. Quel est le joueur qui t'a le plus marqué ? Alors, sportivement, à Genève, je pense, je vais dire, sur les performances sportives, je pense que je vais dire Henk, Tom Ernest, parce qu'il n'avait pas de pulsation cardiaque, c'était impressionnant. Et Samy aussi avait peu de pulsation cardiaque, c'était assez calme. Mais après, humainement, il y en a eu tellement, c'est compliqué de dire. Il y a eu des gars comme Thomas Derouns, des gars comme Maurice Traxler, ou des joueurs... Stéphane Hurliman, qui arbitre aujourd'hui, il m'avait beaucoup... J'avais bien aimé ce gars. Plein, franchement, beaucoup. Après, il y en a qui t'ont marqué aussi dans le mauvais sens. Il y en a qui disent, qu'est-ce que c'est que ça ? On a eu aussi des gars comme ça, un peu, où tu te disais, mais c'est quoi ce con ? Enfin, on en a pas eu beaucoup, mais on en a eu quelques-uns. Mais à l'époque, Chris aimait bien ramener un ou deux cow-boys, tu sais, un peu des cons que tout le monde se disait, mais on a eu 2-3 là, des... Je dis, mais il est vraiment con, lui. Forcément, on peut pas les citer. Oui, on peut, si tu veux. Bah, c'est toi qui... Un exemple, t'en veux un ? Ah ouais ? Un des mecs les plus cons que j'ai vu de ma vie. Ah ouais ? Ouais, il était pas agréable du tout. Il était venu quoi, lui, en 2010 ? Je sais plus. Mais il était lourd. Et lui, il avait pas compris qu'en fait, quand t'es en NHL, t'as tout ce que tu veux, mais quand tu viens en Suisse, bah, t'as pas tout ce que tu veux. Et il comprenait pas que ces commandes de canne mettaient longtemps à arriver. Je lui dis, mais oui, mais quand t'étais en NHL, quand ta commande arrivait, elle allait au-dessus de la pile. Aujourd'hui, elle va en dessous de la pile. Ouais, et puis il était pas cool. Non, j'aimais pas. J'ai pas trop aimé ce gars. Ton animal préféré ? Mon animal préféré ? Moi, je te jure. Là ? L'aigle. Oh, c'est beau ce que tu dis. Qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton job ? Il y a plein de choses, mais rencontrer des gens d'un peu partout, tu vois, de pouvoir rencontrer des gens de plein de cultures. Enfin, je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui peut dire qu'il a côtoyé des Tchèques, des Suédois, des Finlandais, J'ai vu un peu des gens de toutes les nationalités. J'ai travaillé avec j'ai eu un joueur qui était né en Union soviétique, qui avait joué pour l'Union soviétique, qui a fait les JO avec... Tu vois, ce genre de choses, entendre ces histoires qu'après tu peux raconter en les modifiant un peu. C'est magnifique. Là, d'ailleurs, j'ai un autre quiz après pour toi. Ouais. La demande la plus folle qu'un joueur t'a fait ? La demande la plus folle ? Ah, j'ai un joueur qui m'a demandé un aiguisage de défenseur offensif. C'était le mec le plus défensif que j'ai vu de ma vie, mais lui était sûr d'être offensif et il me demandait toujours un aiguisage. Quand il est arrivé, il m'avait demandé un aiguisage de défenseur offensif. C'était qui ? Marco Morer. Ah, c'est Marco Morer. Quand il est arrivé jeune, il avait 20 ans. Ok. Et ça, j'ai eu quelques trucs, ouais, des gars un peu qui demandaient des choses en pensant que c'était normal. Et il y avait Reto Souris qui m'avait dit, tu me changeras mes lacets pour ce soir. Je lui ai dit, t'inquiète. T'inquiète. J'ai ramené tous les lacets au camion et j'ai découpé ces lacets. Il avait 20 ans, je lui ai dit, tu vas trouver des lacets. J'ai pas de lacets. Je fais comment ? Je lui ai dit, je sais pas. Je sais pas, va demander à Chris. Non. J'ai dit, bah, alors. Après, on lui avait donné des lacets, mais on s'est arrangé pour que ce soit vraiment à la dernière minute qui galère un peu. Mais après, Reto est arrivé un peu comme ça, mais il est devenu très gentil après. Oh. C'était le début un peu. Arrivé de Zurich. Ton meilleur souvenir en tant que responsable matériel ? C'est la première fois que je t'ai rencontré. Non, arrête. Même si je sais que c'est vrai. Non, le titre. Ouais. Le titre, même si j'en ai pas profité comme j'aurais dû. Le titre de champion suisse. Il y a des moments comme ça. Il y a quand on perdait, je crois, 3-1 contre Fribourg avant d'aller en finale une année. Je crois qu'on perdait 3-1, c'est juste. Bah, c'était 2010 ou 2008, je sais plus. Mais c'était un des runs en finale. Avec le but vainqueur de Florian Kuntz, quelques secondes à Fribourg. Puis il y a ça, il y a des moments comme ça, mais le titre, ça reste quand même le plus gros truc, quoi. Sans responsable matériel qui doivent affronter un gorille, c'est qui gagne ? Les chefs maths. Les chefs maths ? Ouais. Genre facile ? Même 2 contre 1. 2 gorilles contre moi. Il y a
dans les choses qu'on m'a racontées aussi, et les choses que nous-mêmes on a pu expérimenter, t'es vraiment doué à parler avec des gens dont c'est pas ta langue, à faire des accents. Ouais. Donc je te propose de faire un petit peu, tu réponds comme si t'étais cette personne, ok? Une personne, ouais. Ouais, mais il faut que tu t'imprègnes, etc. Genre, imagine, t'es Marc-Antoine Pouliot, t'arrives dans un vestiaire à l'extérieur, et là tu remarques que t'as oublié tes patins. Ah ben mon tabarnak. Jimmy, esti, j'ai oublié mes patins, câlisse. Comment on va faire ça? Ben, écoute, là, je suis dans l'arbre. Mais Pouli oublie pas ses affaires. Non, je sais. C'est une légende. Mais ah bon? Ouais. Enfin, comment ça, c'est une légende? Il oublie un petit peu des trucs. On est en Ligue des Champions, il va oublier ses cannes. Non. Ouais. Mais heureusement, Eric Schneider a les mêmes. Ok. Donc ça n'a rien changé. C'est bon, on l'a pas vu. Quand t'es à Davos et que tu dois demander au chef maths de Davos s'il lui reste pas d'époque en plus. Le Stifou. Ouais. Ah ouais, lui, c'est Stifou. Kannst du Puck sofort. Lui, pour l'anecdote, c'est le gars de l'équipe suisse, c'est le gars le plus froid au monde. Ouais. Et ils sont venus avec l'équipe suisse à Genève pour jouer contre le Canada. Et il avait besoin de quelque chose. Je lui ai dit, grand, moi, je te donne rien si tu me fais pas un bisou. Pour lui, c'est impossible. Du coup, il veut pas. Les joueurs lui demandent. Du coup, il revient me voir. Il dit, ouais, j'ai besoin et tout. On est sérieux là, c'est le business. Je lui dis, ouais, fais-moi un bisou. Du coup, il m'a fait un bisou. Depuis, c'est mon meilleur pote. Il m'embrasse, il me fait des blagues. Il m'appelle en suisse allemand. Je comprends rien à ce qu'il dit. Lui, il comprend parce que j'arrive un petit peu à me débrouiller en suisse allemand. Mais lui, moi, je comprends rien à ce qu'il dit. Et surtout qu'avec les chefs maths de Davos, ils parlent pas autre chose que le suisse allemand. Alors, lui, il est de langue, non? Ouais. Mais lui, il est suisse allemand. Tu peux nous faire Denis Smirnov qui vient te demander de lui aiguiser les patins? Denis, attends, il faut que je me remette Denis. Mec, j'étais avec cousin manger des burgers. J'ai réfléchi, j'ai oublié aiguiser les patins, mec. Tu peux aiguiser mon patin, mec. Genève, c'est ma club, mec. C'est ma club, mec. J'étais avec Amour au restaurant, là. T'as une copine, Denis? Ouais, j'ai une copine, ouais. Elle s'appelle comment ta copine? Elle vient d'où? Elle est rousse. Non, Denis, pas de quelle nationalité elle est. Pas la couleur de ses cheveux, pardon, quelle nationalité elle est. Un rousse. Mais je m'en fous de ses cheveux. Ouais, Denis, ouais. Ah, c'était marrant, ça, j'ai entendu tellement de fois. On a mangé burger avec Sania. Et puis, la même question, mais c'est Igor Fedulov qui vient te demander. Igor, la question pour aiguiser les patins. Ouais. Ouais, mais Igor, il me parle en russe. Igor, il me parle souvent en russe, alors il me dit « Tavarish, moi druk, ça veut dire mon ami. Moi druk, tu peux aiguiser patin. » Igor, son accent, il est mix, hein, parce qu'il y a un peu d'italien. C'est un peu compliqué, Igor. Puis Igor, on le voit régulièrement, mais pas beaucoup. Donc Igor, j'ai un peu plus de peine. Qu'est-ce qu'il dit? Après, tu l'as eu longtemps en tant que joueur aussi. Je l'ai eu longtemps en tant que joueur, ouais. Je me souviens qu'il y avait la nutritionniste qu'on avait, pas la dernière, celle qu'on avait avant, qui avait dit que c'était fini le café et gâteau avant les matchs. Et lui, il avait dit, c'est possible, tu dis, Chris, que Igor pas joué. Il dit, pas café kuchen, Igor pas joué. Le dernier que je vais te demander, c'est, tu peux nous raconter un Américain qui raconte une blague? Tu peux nous faire un Américain qui rigole fort, qui raconte... This is fucking great. Voilà. Ça, c'est cliché. Mais c'est américain et canadien, ils sont tous un peu... ils le font un peu. On avait Lorne Henning, là, à l'époque, à la grande époque, où le club allait très bien. On avait Lorne. Mais le club va toujours très bien. Hein. Non, mais dans le sens qu'il allait très bien, il allait pas très bien. C'était sarcastique. Jeff, si tu... Ouais, non, mais je suis désolé, alors là, je m'en veux tellement, là. Et Lorne, il commençait une phrase, il racontait une blague, et à la fin, en fait, tu savais pas ce qu'il voulait dire. Parce que... il rigolait comme ça. Mais... il était incroyable. Mais Lorne, très bonne personne. Une des bonnes personnes, la bonne personne de cette époque-là. D'où ça devient tout ça? C'est justement à force de rencontrer un peu tout le monde? De rencontrer des gens de partout, ouais. Je peux même faire le Québécois qui parle finlandais. Le Québécois qui parle finlandais? Ouais, c'est pointu, ça. Vitu satano. Perikele. C'est qui que d'où t'as entendu ça? Je sais pas, c'est d'être avec Bébert, je pense. Avec Elliot, on faisait des blagues un petit peu. On va gentiment arriver sur la fin de ce podcast.
la soirée du titre, tu dis que t'as pas pu la fêter comme tu l'aurais souhaité. Pas en profiter en fait, pas la fêter, mais c'était beaucoup trop en fait. Trop d'émotions, trop de trucs, trop de monde, trop de tout. Et on en a reparlé après, plusieurs fois avec Marc, Gauchi ou avec Yann. Nous déjà, d'un point de vue personnel, en tout cas, je sais que Marc et moi, on n'en a pas profité comme on aurait dû en profiter. Et ensuite, on n'a eu aucun moment où on a pu se retrouver avec l'équipe. Les joueurs sont très vite partis en voyage d'équipe. Il y a eu des obligations. Ils ont dû aller, on a dû aller au Palais Hénard. Il y a eu la cérémonie de fin de saison ici que j'ai trouvé nulle parce qu'on l'a faite l'après-midi, un jour de semaine. Ça avait pas de sens. Le foot jouait le soir. Mais parce que les joueurs partaient. Ouais, mais ça, Balek, à quel moment c'est les joueurs qui décident, ils sont professionnels, on est payés, on doit être là. Et c'est des choses justement qu'on refera plus, ce genre d'erreur. Du coup, on n'a pas vraiment profité, on n'a pas pu. Mais même les joueurs, après, avec le recul, les joueurs en ont parlé aussi. On aurait dû rester tous un peu, avoir un moment ensemble. On n'a eu aucun moment ensemble. Je me souviens que ça avait beaucoup peiné Yann. Et c'est pour ça que quand on a gagné la Ligue des Champions, il a voulu vraiment que des gens fassent des photos tous ensemble, qu'on aille tous dans le vestiaire un moment. Et c'est ce qui a manqué, je pense, un petit peu de profiter et comme de fermer le chapitre, enfin, tu vois, tac, c'est fini et on rattaque. On n'a jamais vraiment fermé et c'est pour ça que ça a été compliqué, à mon avis, après. On a eu très, très peu de congés, très, très peu de temps off, vraiment. On a eu 9 jours où vraiment on n'a rien fait. Et après, c'était reparti à fond parce que Yann, il est un peu comme moi, c'est le club et il est parti et lui, pour ceux qui le connaissent, son énergie, elle est au-dessus de tout, quoi. Et du coup, il est reparti à fond, on est reparti à fond, tête baissée, et puis ça, c'est dommage, c'est un peu dommage finalement de pas avoir pu profiter un peu plus. Même si ça partait d'une bonne idée, on était tous chauds, hein. On va faire le doublé, on y va, machin. Mais c'est pas comme ça, quoi. On savait pas gagner, en fait. On savait pas, on a su gagner, mais on n'a pas su digérer la victoire, et etc., quoi. Peut-être qu'on aura l'occasion de le refaire. Inch'Allah. Inch'Allah, peut-être même assez vite. J'espère en tout cas. Parle-nous un petit peu, juste un peu ta relation aussi avec les fans et les supporters. Il y a beaucoup de bienveillance de eux envers toi, mais tu dis souvent aussi que, genre, s'ils savaient vraiment comme j'étais. Ouais, les gens, ils savent pas qu'en fait, je suis pas vraiment très, très sociable en vrai. J'ai un peu de... Pas de peine, mais je suis pas hyper... Tu vois, j'adore être chez moi tout seul, quoi. J'adore ne pas sortir. Ma famille part au mois d'août, elle est toujours dans le chalet de ma belle famille. Et je suis chez moi tout seul. Et je te jure que n'importe qui m'appelle, il y a personne, je vais nulle part. Si je vais manger au restaurant avec quelqu'un, c'est au restaurant en face de chez moi, la ferme, à Aunay. Je vais là, si c'est possible, 18h, 19h30, fini de manger, je rentre chez moi. Mais je suis fils unique aussi, donc j'ai un côté hyper sociable qu'à mon avis, je cultive un peu, mais qui est pas vraiment moi. Mais en vrai, j'adore être chez moi tout seul. Mais les IG sont hyper gentils avec moi, les fans en général sont gentils avec moi. Ça fait beaucoup rire mes enfants, parce que souvent, on se promène en ville, on va à la Migros, des trucs, et les gens viennent me parler, et puis après, c'est qui? Je sais pas. Mais oui, je les aime bien, je leur rends, mais c'est ce côté aussi où le Genève Servette, on leur doit quelque chose finalement. Et je m'estime comme une partie du Genève Servette, et on doit rendre aux gens, je veux dire, à des gens qui viennent, qui payent leur abonnement, pour qui c'est compliqué, qui viennent, qui nous soutiennent, et c'est ce que j'aime, c'est que le club leur rende, pas forcément en gagnant des titres, parce que tu peux pas toujours gagner, mais en respectant les couleurs du club, en respectant la culture, et en les respectant eux, quoi, parce que c'est des gens qui sont plus investis dans le club que certains joueurs parfois. Et c'est aussi un truc on parle des fans, alors je parle pas des fans du Genève Servette, enfin des fans de hockey en général, mais par exemple quand je vois ces fans au foot qui sont malades au point de se battre pour leur couleur, alors que si un club leur propose un peu plus d'argent, ils vont partir, quoi. Je veux dire, ils sont sûrement battus pour Kylian Mbappé, que je connais pas, mais il est allé au Real parce qu'il y avait de l'argent, parce que ceci, cela. Après, ils vont nous parler de titres, machin, mais c'est pas ça, c'est l'argent. Donc, j'aimerais aussi, des fois, que les supporters, ils se rendent compte que il faut pas dépasser les bornes, faut pas faire n'importe quoi. À Cloton, ils sont battus, c'est dommage, je trouve. C'est assez dommage, mais... Et on a de la chance à Genève, ils sont encore assez
assez tranquille. J'ai eu, pour l'anecdote, à Fribourg, il y a une dame qui a refusé de me servir à la caisse parce qu'elle était supportrice de Gauthieron, et elle m'a reconnu et elle m'a dit bon. Alors j'étais avec la femme d'un copain qui a craqué, qui l'a insulté, finalement elle m'a servi. Mais moi j'étais hyper gêné, mais moi c'est pas grave, elle m'a dit ça, j'allais changer de caisse quoi, mais voilà. Les gens ils sont peut-être un peu trop extrêmes. Faut pas qu'ils oublient, il y avait un gars à Lugano qui m'a insulté tout le match. Et au bout d'un moment, je lui ai parlé, je lui ai dit, tu te rends compte que moi je suis au travail là, tu passes ton temps à m'insulter. Moi je suis juste en train de bosser, de gagner ma vie. Toi tu m'insultes, tu fais quoi comme boulot? Il me dit, je travaille à la Poste. Je dis, à la Poste à Lugano? Il me dit, oui. Je dis, je vais venir demain et je vais t'insulter pendant que tu bosses, que tu donnes les colis, les machins. Il me dit, ah ouais, t'as raison là. Et du coup, c'était mon copain, il fait une petite tape depuis, tu sais, il passe sa main là dans le trou, là, une petite tape, tout bien. 30 secondes après, c'était reparti. Il avait oublié déjà. Les gens, ils sont très intenses et beaucoup trop. J'aimerais qu'ils aient un peu qu'ils mesurent un peu le fait que bah, au final, le joueur qui est là aujourd'hui, peut-être que demain, il défendra les couleurs de Lugano ou le contraire. Et que voilà. Mais après, ça fait partie de l'ordre de la passion. C'est la passion, mais la passion, elle peut être aussi faite de manière un peu positive plutôt que négative. Tu vois, il y a des fois, quand tu vas à Fribourg, il y a une époque où tu as toute la patinoire qui insulte Goran par ses origines. Ouais, oui, non, alors ça, oui, on est d'accord. Ça, c'est intolérable. Ça va, oui. Qui insulte la mère de Chris Rivera. Vous vous rappelez l'épisode de la gourde, où on a acheté la gourde sur une dame, malheureusement, qui peut-être, elle n'avait rien dit, mais il y a des moments où tu te dis, bon, ça dépasse quand même, le sport. C'est du sport, quoi. Enfin, je veux dire, à la fin, on n'est pas en train de sauver des vies. On est gentiment en train de faire du hockey sur glace. Il faut aussi se rendre compte on travaille dans le sport, qui est un sport mineur dans le monde en plus. On va se détendre un petit peu. On va se quitter sur ces belles paroles. Peut-être encore juste une question. Quand tu as commencé à 13 ans, bah après tu as eu tout ce qui s'est passé par la suite, où on arrive là aujourd'hui. Si tu avais la possibilité de te donner un conseil maintenant à ce toi qui commençait il y a quoi, il y a 33 ans en arrière, 33 ans en arrière, qu'est-ce que tu te dirais? Sur le travail? Surtout, en fait. Sur le travail, rien. Ouais. Parce que j'ai fait des expériences, les erreurs, j'ai appris plein d'erreurs que j'ai fait, j'ai appris plein de choses. Par contre, je lui dirais, arrête d'aller au McDo, grand. Arrête de bouffer. Arrête le coca, bois pas tes 5, 6, 7 litres de coca par jour. Arrête les conneries. Ça, c'est la seule chose que je dirais. Parce qu'une fois que t'es dedans, les enfants, si vous m'écoutez, faites attention. Au poids, c'est important. C'est compliqué de s'arrêter, quoi. C'est la seule chose, ce serait ça. Arrête de bouffer des merdes. Mais sinon, sur le boulot, non, il fallait pas me conseiller, c'était bien. Et aujourd'hui, les chefs maths, ils font de la chance, ils ont YouTube. Les jeunes, tu peux voir tout ce que tu veux sur YouTube. Ce que moi, j'avais pas eu, donc j'ai appris tout seul. Et c'était cool. Bah voilà. Et bah merci beaucoup en tout cas Jimmy d'être passé devant ces caméras et à ce micro. Beaucoup de choses sont sorties. C'est vraiment un plaisir à chaque fois de discuter avec toi. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui te voient un peu de loin ou qui imaginent comme tu es. Et je pense que là, ça va leur faire plaisir de te voir et puis aussi comprendre nous quel plaisir on a de te côtoyer presque tous les jours. Donc voilà, bah merci beaucoup en tout cas d'être passé. Donc et puis je te souhaite un bel été. Merci. Un bon début de saison avec plein de bonnes commandes, de nouveaux joueurs à équiper. Et puis j'espère qu'on va vite retrouver du succès et puis surtout retrouver ce qui t'est cher et cette culture et cet amour du club. L'amour du club, il faut qu'on retrouve l'amour du club et que à la fin le club était là avant nous, il sera là après nous. Exactement. Comme disait un vieux sage qui disait toujours, le club était là avant, il sera là après, et à nous de le mettre le plus haut possible pendant qu'on est là. Ben voilà, Arnaud Cogne, si tu m'écoutes. Très beau. Donc je propose qu'on arrête pile poil sur cette phrase-là, qui était incroyable. Merci, au revoir.